Le passager serre l'accoudoir alors que l'avion s'incline vers la ligne d'horizon de Manhattan. Autour d'eux, des gens prient, pleurent, restent figés, tandis qu'un pirate de l'air aboie des ordres. Derrière, quelqu'un murmure au téléphone. Un autre avion. L'une des tours explose. Le passager regarde par la fenêtre. De la fumée s'échappe d'un immense trou dans le World Trade Center. À des milliers de kilomètres, un jeune d'Al-Qaïda regarde la scène à la télévision. Le deuxième avion percute la tour. Des acclamations éclatent. Il serre les poings, triomphant. Il croit que ce n'est que le début d'une guerre juste contre l'Occident. Mais les pirates de l'air et leur soutien avaient des attentes très différentes quant à ce qui allait se passer ensuite. Comme nous allons l'expliquer dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show. Ce qu'Al-Qaïda pensait après le 11 septembre. À 8h46, le vol American Airlines 11 percute la tour nord du World Trade Center. Une explosion a secoué le sud de Manhattan, projetant fumée, cendres et débris sur les rues. Les passants sont restés figés. Les sirènes ont retenti dans toute la ville, puis dans tout le pays. Les téléviseurs se sont allumés alors que la nouvelle se répandait. Puis, à 9h03, en direct, à l'antenne et en temps réel, des millions de personnes ont regardé avec horreur le vol United Airlines 175 percuter la tour sud. À 9h37, le monde a regardé sous le choc. Le vol American Airlines 77 s'est écrasé sur le côté ouest du Pentagone. L'impensable se déroulait en temps réel. À 9h59, la tour sud s'est effondrée dans un fracas assourdissant. Moins de 30 minutes plus tard, la tour nord a suivi. Partout dans le monde, les gens fixaient leurs écrans, sans voix, se posant les mêmes questions terrifiantes. Qui a fait ça ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qui allait arriver ensuite ? Mais tout le monde n'a pas été dévasté par les événements du 11 septembre. Les membres d'Al-Qaïda, regardant l'action se dérouler sur leurs écrans, acclamaient probablement leur triomphe. C'était un plan préparé depuis 5 ans, et il avait réussi. Mais pour eux, ce n'était que le début. L'organisation terroriste mondiale Al-Qaïda a été fondée en 1988 par Oussama Ben Laden et d'autres djihadistes islamiques qui avaient combattu l'Union soviétique en Afghanistan avec le soutien des États-Unis. Suivant une idéologie islamiste sunnite radicale, ils visaient à chasser l'influence étrangère non islamique des terres musulmanes. Ils voulaient notamment le départ de l'armée américaine d'Arabie Saoudite, de la péninsule arabique et de la Somalie. Ils voulaient aussi renverser les gouvernements de pays majoritairement musulmans, comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte, jugés corrompus et non islamiques. Ils avaient l'intention d'établir un califat mondial sous leur direction et régi par leur interprétation stricte de la charia. Les États-Unis sont devenus une cible particulière après la guerre du Golfe de 1991, Al-Qaïda s'opposant à la décision de l'Arabie Saoudite d'accueillir des troupes américaines pendant le conflit. Al-Qaïda a donc déclaré le djihad, ou guerre sainte, contre les États-Unis et leurs alliés. Al-Qaïda était un réseau de cellules locales et d'organisations terroristes affiliées. Malgré une coopération ponctuelle avec le Front islamique national au Soudan et des contacts limités avec l'Iran et le Hezbollah, malgré de fortes divergences idéologiques, la relation restait surtout opportuniste. L'Iran et le Hezbollah, chiites, ont affronté les sunnites d'Al-Qaïda en Syrie et en Irak, où ils étaient souvent de farouches ennemis. Néanmoins, une hostilité commune envers les États-Unis a parfois conduit à des alliances tactiques, bien que précaires. Al-Qaïda a installé son quartier général en Afghanistan, sous protection talibane, en 1996. Il gérait aussi des camps d'entraînement, en Afghanistan et ailleurs, où des recrues du monde entier étaient formés aux armes, tactiques terroristes et compétences paramilitaires. Il existait également de solides preuves qu'il cherchait à se procurer des armes de destruction massive. Cependant, les attentats du 11 septembre n'étaient pas les premières actions terroristes d'Al-Qaïda. Le 29 décembre 1992, ils ont bombardé l'hôtel Aden au Yémen, où séjournaient des Marines américains en route vers la Somalie. Aucun employé américain tué, mais un employé local de l'hôtel est décédé. Beaucoup considèrent cela comme la première attaque d'Al-Qaïda contre les États-Unis. Le 26 février 1993, Ramzi Youssef, formé dans une installation d'Al-Qaïda en Afghanistan, a déclenché une bombe au World Trade Center à New York, tuant 6 personnes et blessant plus de 1000. Bien qu'il ne soit pas certain que la direction d'Al-Qaïda ait dirigé l'attaque, celle-ci a révélé l'ambition croissante du groupe et préfiguré la suite. Le 25 juin 1996, un camion piégé a explosé devant les Khobar Towers à Dhahran, Arabie Saoudite, tuant 19 aviateurs américains et blessant des centaines de personnes. Les services de renseignement américains
affirment que le Hezbollah saoudien, soutenu par l'Iran, a principalement mené l'attaque. Des indices suggèrent une possible implication d'Al-Qaïda, mais cela reste non confirmé. Puis, le 7 août 1998, Al-Qaïda a orchestré des attentats quasi simultanés à la bombe contre les ambassades américaines à Nairobi, au Kenya, et à Dar es Salaam, en Tanzanie. Au total, 224 personnes ont été tuées, dont 12 Américains, et plus de 4000 ont été blessés. Cet événement a marqué un tournant dans l'évaluation de la menace d'Al-Qaïda par le gouvernement américain. Le 12 octobre 2000, un bateau piégé d'Al-Qaïda a percuté l'United States Ship Call lors de son ravitaillement à Aden, au Yémen. L'attaque a tué 17 marins américains et blessé des dizaines d'autres. La décision d'Al-Qaïda de planifier une grande attaque aux États-Unis répondait à plusieurs motivations immédiates, liées à son idéologie. Al-Qaïda s'opposait fermement au soutien américain à Israël et aux politiques envers la Palestine. Il voyait l'occupation israélienne des territoires palestiniens comme une injustice envers les musulmans, permise par les États-Unis. Et comme mentionné, il s'opposait également à la présence continue de militaires américains en Arabie Saoudite, qui abrite certains des lieux les plus saints de l'islam, dont la Mecque et Médine. Ils ont vu cela comme une profanation, poussant Al-Qaïda à émettre une fatwa contre les États-Unis en 1996 incitant les musulmans à tuer des Américains. Ils pensaient qu'une attaque majeure révélerait les faiblesses des États-Unis et inciterait d'autres à rejoindre un djihad mondial contre eux et leurs alliés. Elle devait être le catalyseur d'un conflit plus vaste. Ils pensaient que les attaques provoqueraient la chute des gouvernements pro-américains dans les pays musulmans et favoriseraient la prise de pouvoir par les islamistes radicaux. Ils espéraient aussi recruter un soutien direct pour Al-Qaïda, devenant ainsi l'une des organisations les plus puissantes du monde. Al-Qaïda croyait que les attentats du 11 septembre changeraient l'équilibre mondial et forceraient les États-Unis à quitter le Moyen-Orient, surtout l'Arabie Saoudite. Ils anticipaient des représailles, mais pensaient aussi qu'une longue guerre épuiserait progressivement les ressources et la volonté des États-Unis. L'attaque devait affaiblir l'économie américaine, ainsi que sa puissance et son influence mondiale. C'est en partie pourquoi le World Trade Center, symbole de la puissance économique américaine, a été ciblé. Mais les résultats furent très différents de ce qu'Al-Qaïda espérait. La préparation des attentats du 11 septembre a duré plusieurs années, dirigée par Khalid Sheikh Mohammed, avec l'accord et le soutien d'Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda. Cette idée d'utiliser des avions comme armes vient de Khalid Sheikh Mohammed, qui avait participé à l'attentat de 1993 contre le World Trade Center et au complot Bojinka. Prévue pour janvier 1995, cette attaque visait à assassiner le pape Jean-Paul, de détruire jusqu'à 11 avions entre l'Asie et les États-Unis, et écraser un avion sur le siège de la CIA à Langley, Virginie. Bien que minutieusement planifié, un incendie chimique a alerté la police philippine, empêchant les terroristes d'agir. Une personne a été tuée par une bombe test sur un vol de Philippine Airlines. Ils ont aussi placé 2 bombes dans un centre commercial et un théâtre du sud des Philippines, mais elles ont été découvertes. En 1996, Khalid Sheikh Mohammed a présenté son plan ambitieux pour une attaque sur le sol américain, qui était appelée l'opération des avions, parmi les associés d'Oussama Ben Laden. Il a suggéré de détourner 10 avions pour attaquer le Pentagone, le World Trade Center, la Maison Blanche et le Capitole. Il prévoyait également qu'un avion le conduise aux États-Unis pour prononcer un discours. Ben Laden pensait à l'origine que le plan était trop complexe, mais il a finalement donné son accord pour une version réduite de l'attaque à la fin de 1998. L'attaque visait 4 cibles symboliques: le World Trade Center, puissance économique, le Pentagone, puissance militaire, le Capitole et la Maison Blanche, pouvoir politique des États-Unis. Le recrutement d'une cellule islamiste radicale à Hambourg, en Allemagne, était essentiel à ce plan. Les membres clés du groupe comprenaient Mohamed Atta, qui était le principal pirate de l'air du vol American Airlines, 11 ayant percuté la tour nord du World Trade Center, Marwan al-Shihai, le pirate de l'air et pilote du vol United Airlines 175 qui a frappé la tour sud, et Ziad Jarrah, le pirate de l'air et pilote du vol United Airlines 93 qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Ils sont allés en Afghanistan avant les attaques pour rencontrer les chefs d'Al-Qaïda, prêter allégeance et diriger la planification et l'exécution de l'attaque. 15 hommes d'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, d'Égypte et du Liban ont été recrutés pour détourner les 4 avions.
Considérés comme la force de frappe de l'attaque, ces hommes ont été formés aux techniques de combat dans les camps d'Al-Qaïda en Afghanistan afin de pouvoir maîtriser les passagers avec des couteaux et des cutters. Pendant ce temps, les 4 chefs et pilotes ont suivi une formation dans diverses écoles de pilotage commerciales aux États-Unis, apprenant à piloter de gros avions de ligne. Les pirates de l'air ont commencé à arriver en 2000 et 2001 avec des visas touristiques, établissant leur résidence et restant discrets. En plus de la formation au pilotage, les pirates de l'air ont surveillé d'autres vols afin de comprendre les procédures de vol et d'élaborer des plans plus détaillés pour prendre le contrôle des avions. Dans les jours avant le 11 septembre, les 19 membres se sont rendus à Boston, Newark et Washington, district de Columbia, où ils ont acheté leurs billets d'avion. Le 11 septembre à 5h45, Mohamed Atta et Abdulaziz Al-Omari ont passé le contrôle de sécurité à l'aéroport de Portland, Maine. Leurs bagages à main contenèrent des couteaux et des cutters, tous alors encore légaux. Ils ont pris un vol régional pour Boston Logan, rejoint 3 autres pirates, puis embarqué sur le vol 11 d'American Airlines pour Los Angeles. L'avion a décollé à 7h59. Une minute plus tard, à 8h, le président Bush a reçu son briefing quotidien, qui, malgré des avertissements antérieurs, comme la note du 6 août, Ben Laden déterminé à frapper aux États-Unis, ne mentionnait pas Al-Qaïda. Les autres pirates de l'air ont embarqué dans des conditions similaires. Marwan Al-Sheikh et 4 autres pirates de l'air étaient à bord du vol 175 de United Airlines lorsqu'il a décollé de l'aéroport international Logan à Boston à destination de Los Angeles à 8h14 du matin. 5 pirates de l'air, dirigés par Hani Hanjour, sont montés à bord du vol 77 d'American Airlines à l'aéroport international de Washington Dulles à destination de Los Angeles, qui a décollé à 8h20 du matin. Les 4 derniers pirates de l'air, dirigés par Ziad Girard, sont montés à bord du vol 93 de United Airlines à l'aéroport international de Newark à destination de San Francisco, qui a décollé à 8h42 du matin. Le vol 11 d'American Airlines fut le premier avion à s'écraser, détourné par les pirates de l'air au-dessus du centre du Massachusetts à 8h14. 2 pirates de l'air, assis au siège 2A et 2B, ont attaqué les hôtesses de l'air Karen Martin et Barbara Aristegui. Peu après, Mohamed Atta a quitté le siège 8D pour aller au cockpit. Daniel Lewin a tenté de l'arrêter mais a été poignardé à mort par le pirate de l'air au siège 10B. Les pirates ont ensuite lancé du gaz lacrymogène en première et classe affaires pour repousser les passagers vers l'arrière. À 8h19, l'hôtesse de l'air Betty Ann Hong a passé un appel au personnel au sol pour signaler le détournement et a indiqué qu'ils avaient perdu le contrôle du cockpit. À 8h24, Mohamed Atta a par erreur transmis au contrôle aérien un message destiné aux passagers, annonçant que plusieurs avions étaient visés par un détournement. À 8h46, l'avion s'est écrasé contre la tour nord du World Trade Center, entre les étages 93 et 99. En plus des pirates de l'air, les 76 passagers et les 11 membres d'équipage ont tous été tués sur le coup. Le vol United Airlines 175 a été détourné entre 8h42 et 8h46, au nord-ouest du New Jersey, à environ 60 km de New York, au moment où le premier avion s'est écrasé. En 15 minutes, il a atteint New York et percuté la tour sud entre les étages 77 et 85 à 9h03. Il y avait 50 et un passager et 9 membres d'équipage à bord. Le vol 77 d'American Airlines a été détourné au-dessus de l'Ohio, entre 8h50 et 8h54. Les pirates ont coupé le transpondeur et détourné l'appareil vers le Pentagone, où il s'est écrasé à 9h37. 53 passagers, 6 membres d'équipage et 125 personnes au sol ont perdu la vie. Le vol 93 de United Airlines a été détourné au-dessus de l'Ohio à 9h28. Les passagers avaient déjà appris la nouvelle des autres détournements. Comprenant la situation, Todd Beamer, Mark Bingham, Tom Burnett et Jeremy Glick ont décidé de riposter. À 9h57, ils ont lancé une contre-attaque pour reprendre le cockpit. Ce qui s'est ensuivi fut une lutte entre les passagers et les pirates de l'air, qui s'est terminée par le crash de l'avion dans un champ près de Shanksville, en Pennsylvanie, à 10h03. Les 33 passagers et 7 membres d'équipage sont tous décédés. La Federal Aviation Administration a fermé l'espace aérien américain à 9h45 et ordonné à tous les avions d'atterrir à l'aéroport le plus proche. Les vols internationaux n'étaient pas autorisés à entrer dans l'espace aérien américain. La tour sud du World Trade Center s'est effondrée à 9h59, suivie par la tour nord à 10h28.
À 10h50, les 5 étages ouest du Pentagone se sont effondrés suite aux incendies causés par le crash. À 17h20, le Seven World Trade Center, un immeuble de 47 étages, s'est effondré à cause des incendies. Les attaques ont entraîné la mort, confirmée de près de 3000 personnes, dont plus de 2700 à New York au World Trade Center, environ 2200 civils, 343 pompiers et 71 agents des forces de l'ordre. 184 autres personnes ont été tuées au Pentagone, dont 125 membres du personnel militaire et civil dans le bâtiment et les 59 personnes à bord du vol. En Pennsylvanie, 40 personnes du vol 93 de United Airlines sont décédées. Des milliers d'autres, dont de nombreux premiers intervenants, ont aussi été blessés. Au fil des ans, de nombreux premiers intervenants et survivants ont développé de graves problèmes de santé, certains décédant à cause des toxines présentes sur le site. Il est plus difficile d'évaluer l'impact psychologique et émotionnel de l'attaque sur les Américains. L'ampleur et la rapidité des attaques ont causé un choc et une incrédulité généralisée. Cela a instauré un sentiment de peur et de vulnérabilité, laissant penser que de futures attaques pourraient survenir à tout moment. Le complot aurait coûté moins de 500 000 $ à Al-Qaïda, alors que les dégâts matériels ont été estimés à 100 milliards et le coût économique total à 2000 milliards de dollars. Les guerres en Afghanistan et en Irak auraient coûté près de 8000 milliards de dollars, selon des sources récentes. Après le 11 septembre, les États-Unis ont pris des mesures contre Al-Qaïda et pour sécuriser leur territoire. En 2001, l'administration de la sécurité des transports, mieux connue sous le nom de Administration de la sécurité des transports, a été créée pour fédéraliser la sécurité des aéroports. Ils ont instauré le contrôle obligatoire des passagers et bagages, et limité les coupe-boîtes et bagages à main. Et en octobre de la même année, la controversée loi Patriot Act a été adoptée. Le gouvernement a obtenu de vastes pouvoirs pour enquêter sur les citoyens et prévenir le terrorisme. En 2002, le gouvernement américain a créé le département de la sécurité intérieure, sa plus grande réorganisation depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa mission était de renforcer la sécurité nationale via le contrôle des frontières, la sécurité des transports, la gestion d'urgence et la cybersécurité. Les États-Unis ont formé une vaste coalition internationale contre le terrorisme, coopérant militairement, en renseignement et en police avec de nombreux pays. En octobre 2001, les États-Unis et leurs alliés ont lancé des opérations militaires en Afghanistan pour démanteler Al-Qaïda, renverser les talibans et prévenir de futures attaques terroristes. Cela a impliqué d'importantes campagnes aériennes, des opérations terrestres et le soutien aux forces d'opposition afghanes. D'importantes ressources ont été mobilisées pour collecter des renseignements sur la structure, les opérations et les plans d'Al-Qaïda. Les États-Unis et leurs partenaires ont traqué et perturbé les réseaux financiers d'Al-Qaïda via sanctions, gel d'avoirs et surveillance renforcée des transactions. Les États-Unis ont réaffecté des ressources pour soutenir les voies modérées du monde musulman. De nombreux membres d'Al-Qaïda ont été capturés et détenus, aussi bien en Afghanistan qu'à d'autres endroits. Nombreux ont été détenus de façon controversée au centre de Guantanamo à Cuba. Les États-Unis ont eu recours à des assassinats ciblés de dirigeants et d'opérateurs d'Al-Qaïda, utilisant des frappes de drones et des forces d'opération spéciales dans plusieurs pays, dont le Pakistan, le Yémen et la Somalie. Néanmoins, Al-Qaïda a continué à mener des attentats terroristes après le 11 septembre. Al-Qaïda a revendiqué la responsabilité de 2 attaques, en 2002. L'attentat contre la synagogue de la Griba en Tunisie en 2002 qui a fait 19 morts, et les attaques de Mombasa au Kenya impliquant un attentat à la voiture piégée à l'hôtel Paradise. Ils ont également tenté d'abattre un avion de ligne israélien avec un tir de missile. Cette année-là également, le groupe djihadiste Jemaah Islamiyah, lié à Al-Qaïda, a perpétré les attentats de Bali en Indonésie, qui ont fait 202 morts. En 2003, un attentat d'Al-Qaïda a tué 35 personnes dans 3 complexes résidentiels à Riyad, Arabie Saoudite. Des attentats à la bombe ont aussi frappé 2 synagogues, le consulat britannique et une banque HSBC à Istanbul, causant des dizaines de morts. Al-Qaïda a aussi revendiqué les attentats à la bombe du métro de Londres en 2005, ayant tué 52 personnes. En 2009, Oussama Ben Laden a participé à un complot d'attentats contre le métro de New York. Najibullah Zazi, un américano-afghan, et 2 autres américains, ont prévu de se faire exploser le premier lundi après le 11 septembre à 9h, pour commémorer les attentats. C'était à l'heure de pointe, visant les voyageurs dans les trains à Times Square, Grand Central, et aux stations de la Port Authority. Le FBI a arrêté 3 hommes avant les attentats, et Zazi a avoué ensuite.
Oussama Ben Laden a été tué au Pakistan en 2011, concluant près de 10 ans de traque mondiale. L'opération Neptune Spear était une mission secrète conduite par une équipe de Navy Seals américains. Ils ont attaqué un complexe fortifié à Abbottabad, Pakistan, et tué le chef d'Al-Qaïda. Le 2 mai 2011, Barack Obama a annoncé la mort de Ben Laden à la télévision. Cela a provoqué un important changement de direction chez Al-Qaïda. Il a été remplacé par son fidèle adjoint Ayman al-Zawahiri, mais il manquait du charisme et de l'influence unificatrice de Ben Laden. Certains analystes pensent que cela a affaibli l'autorité centrale du groupe. Al-Zawahiri a été tué lors d'une frappe de drone américaine à Kaboul, en Afghanistan, le 31 juillet 2022. L'apparition de l'État islamique d'Irak et de Syrie en 2014 a aussi affaibli la position d'Al-Qaïda comme principale organisation djihadiste mondiale. Les tactiques brutales et ambitions territoriales de Daesh ont attiré de nombreux combattants étrangers et éclipsé Al-Qaïda en termes d'attention médiatique et de puissance. À bien des égards, les conséquences du 11 septembre ont été très différentes de ce qu'Al-Qaïda avait anticipé. Al-Qaïda pensait que leur attaque aux États-Unis provoquerait des soulèvements mondiaux, renversant des régimes et mobilisant les masses. Mais ce soulèvement n'a jamais eu lieu. Malgré la colère et quelques troubles locaux, la plupart des gouvernements ont résisté et un large soutien à Al-Qaïda ne s'est pas concrétisé. Au lieu de battre en retraite, les États-Unis ont redoublé d'efforts. L'armée a accru sa présence au Moyen-Orient, menant des opérations majeures en Afghanistan puis en Irak. Les Américains se sont unis avec patriotisme sans se décourager. Les États-Unis ont mené d'importants efforts antiterroristes avec une coopération mondiale inédite. Malgré les débats suscités par certaines politiques, la perception mondiale était alors que les États-Unis défendaient leurs valeurs et affrontaient les menaces de front. Le renforcement de la sécurité intérieure a réduit le risque d'attentats terroristes de grande ampleur sur le sol américain. Parallèlement, l'influence d'Al-Qaïda parmi les musulmans extrémistes a été affaiblie par la montée d'autres organisations telles que Daesh. Cela montre qu'Al-Qaïda a mal évalué à la fois les réactions des États-Unis et de la communauté internationale aux attentats du 11 septembre, l'engagement du gouvernement américain et la résilience du peuple américain. Cela prouve qu'Al-Qaïda a mal évalué les États-Unis, lançant la mission qui aboutirait à la chute de Ben Laden. Pour le voir, observez comment l'équipe Sea, Air and Land a neutralisé Oussama Ben Laden ou visionnez cette autre vidéo.